Yeah. Wow, wow, hey. Billie Jean, Billie Jean. Pierre Perrin, sur le feu des questions de Jeanne Orient, qui veut faire un peu l'influenceuse. Et Pierre a joué le jeu. Et avec nous, mais nous ne la voyons pas, Christine Laurent, son épouse. Aujourd'hui, c'est une escale de Jeanne un peu spéciale. Je suis avec Pierre Perrin, qui a accepté de répondre à l'influenceuse que je suis. Pierre Perrin, bonjour. Bonjour Jeanne. Est-ce que écrire est une délivrance, d'après vous? Alors, je pense que non, dans la mesure où c'est pas... on se délivre de quoi? On ne sait pas de ce dont on devrait se délivrer, ça commence très mal. Non, ça commence très bien, allez-y. Bon. Non, c'est pas une délivrance. C'est quelque chose qu'on produit à côté, voilà, indépendamment, je crois. Est-ce que votre enfance, qui a été douloureuse, est-ce qu'elle a forgé votre nécessité d'écrire? Alors, sans doute, mais la nécessité, j'ai envie de contester un peu toutes les questions. Est-ce qu'on a une véritable nécessité d'écrire? Parce que la question que vous ne m'avez pas posée, c'est pourquoi je me suis arrêté 3 fois, au moins 5 ans, d'écrire. Personne ne m'a jamais posé la question. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dépit de n'avoir pas réussi assez, le fait de syndrome de l'imposteur, le fait de croire que bon, on n'est pas vraiment valable, etc. Et pourquoi on se remet en selle? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on espère à nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien se passer d'écrire. La preuve, parce que j'ai fait au moins 3 fois 5 ans. Hein. J'ai fait ma maison, j'ai coupé du bois. Bon, c'est pas bien pour les arbres, mais c'était bien pour faire des piles de bois, etc. La nécessité d'écrire, tout le monde croit à cela. Je me demande si c'est vraiment exact. Hein, comme j'ai dit, le cerveau c'est une machine infernale. Si on note des choses, l'important pour l'écrivain c'est de choisir ce qui est bon, de retenir que ce qui est bon. Et il faut travailler. J'ai une phrase, j'ai un truc dans mon essai, c'est pas d'écrivain sans TNT, travail, nécessité, talent. Ou l'inverse, c'est talent, nécessité, travail. Qu'attendez-vous, vous allez me dire peut-être un mot qui va me arrêter tout de suite ma verve, qu'attendez-vous de la littérature que la vie ne peut vous offrir? Bon, la littérature apporte des bonheurs de langue, quand je la lis. Alors, écrivant, on essaye de se porter au même niveau, finalement. La vie est celle de tout le monde, la littérature est celle de quelques personnes qui l'écrivent. Voilà. Donc ce qu'elle apporte de plus, c'est quelques livres, mais leur réception importe finalement assez peu. Est-ce que vous lisez les romans autobiographiques contemporains? Très peu, de moins en moins. Parce que je n'y trouve pas ce que Perros trouvait chez Gracq, l'alcool métaphorique. Voilà. Et que c'est plat. Et que ça m'ennuie. Qu'est-ce que l'alcool métaphorique? Eh bien, l'alcool métaphorique, c'est le fait de savoir exprimer. Je donne un exemple. L'hiver de vivre me convient. Et j'explique que dans l'hiver de vivre, c'est la rigueur de vivre. Mais la rigueur, c'est l'hiver. Donc vous voyez, je chante en quelque sorte, pour employer un mot anglais. L'hiver de vivre, c'est ça l'alcool métaphorique. Chez Gracq, je donne un exemple. L'alcool métaphorique, même dans son pamphlet, La littérature à l'estomac, en 1951, contre le Goncourt, et puis surtout contre le nouveau roman, il dit que ceux qui se présentent sur la liste du Goncourt, ce sont des jockeys qui chevauchent des limaces. C'est joli. Voilà, ça c'est métaphorique. La langue. Oui. Peut-elle encore éveiller dans un monde saturé d'images? Je pense que oui, et certains y sont très sensibles. Autrement dit, l'image, c'est ce qui est projeté contre nous, elle nous est imposée. Alors que dans la langue, on choisit ce qu'on veut, puisque une personne peut lire un texte de 2, 3 manières. 3 personnes liront un texte de trois manières différentes. Ils trouveront ce qu'ils voudront. Chacun y trouve ce qu'il met soi-même. Un poème peut-il être un acte politique? Oui, bien sûr. Les poèmes politiques, il y en a plein. Aujourd'hui? Même aujourd'hui, en effet. Alors, ça paraît beaucoup moins parce que les gens n'osent pas se lancer dans la politique. Mais il y a des poèmes politiques. Alors, je n'ai pas d'exemple, évidemment, qui me viennent en tête, à part Aragon, évidemment, qui était le parolier de Ferrat. Mais oui, un poème est politique. Quand la langue devient une arme, qu'est-ce qu'elle perd de son champ, justement? Alors, à mon avis, rien. Sinon qu'elle est moins doucereuse, puisqu'elle est épointée. Voilà, c'est tout.
Que doit-on trahir pour devenir un écrivain à la mode? Moi, je pense que c'est ses convictions personnelles, puisque ce qui frappe dans les sujets à la mode, ben ils sont tous alignés, coulés dans le même moule. Et donc, la littérature, au contraire, elle puise en soi-même les éléments de son discours. Et puis la mode, c'est très, très curieux, parce que la mode, c'est changeant. Et aujourd'hui, est politique... certaines remarques. Moi, je suis par exemple scandalisé que le gouvernement ait voté une loi il y a peu disant qu'une veuve pouvait être inséminée par le sperme de son ancien conjoint. Mais alors, ça veut dire qu'on fabrique un orphelin. Et quand on sait la difficulté qu'il y a à quelqu'un à découvrir son orphelinat, enfin, dans un livre que j'ai lu d'André Huguetto, Mes années chars, qui viennent paraître, il explique que le père Char a eu une sexualité un peu débridée, et il explique que plusieurs livres viennent de paraître disant que ses petits-enfants cherchaient à redécouvrir leur filiation après coup. Enfin bref, n'insistons pas. Ça me paraît quelque chose de délicat, mais évidemment c'est politique. Sommes-nous les sédiments de ce que nous avons oublié? Alors, les sédiments, c'est toujours un mot qui me fait un peu difficulté. Les sédiments, donc c'est ce qui reste qu'on aurait perdu. Oui, en partie, bien sûr, oui. Exemple, le souvenir de mon chien me construit après coup, voilà, m'affaiblit. Mais c'est très bien. Est-ce qu'on peut changer son destin, Pierre Perrin? Si vous êtes pris au goulag, ça me paraît difficile. Navalny, par exemple, changer son destin, non. Mais il y a la part de volonté, évidemment, les choses qu'on se... Le destin, c'est quand même un mot très haut. Le destin, c'est une vie réussie, en bien souvent, en mal parfois. Ou subie. Oui, mais on parlera du destin quand même d'une haute personnalité, enfin d'une personnalité connue, plutôt que d'une autre, quoi. Un enfant tué à 6 ans, ma foi. Est-ce qu'on parle de destin? Mais vous, quand vous avez votre destin quand même, vous l'avez fait un peu bifurqué. Oui, c'est sûr, oui. J'aurais pu être un autre. Intéressant. Mais je me suis posé la question, j'aurais bien fait paysan, ça ne m'aurait pas dérangé. Vous aurez pensé tout le temps. Sans doute. Vous pensez toujours tout le temps. Oui, oui, mais c'est normal ça. C'est l'esprit qui est comme ça, mais tout le monde est comme ça. Vous étiez quand même un défenseur de femmes. Virginie Binet, les modèles oubliés, oui. Vous les avez défendus. Oui, et on m'a même dit, alors ça c'est à Ornans, Pierrick de Chermont qui m'a fait venir à la bibliothèque, et il y avait Amélie Fleury aussi qui m'ont fait valoir que j'étais un féministe. Oui, je crois. Mais oui, parce que la femme a un destin, comme vous dites, quand même délicat, quoi. Pierre Perrin, si vous deviez aujourd'hui recommencer, ou bien si vous étiez né là, vous êtes un jeune homme aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez fait différemment de ce que vous avez fait? Non, je me suis laissé balloter par les événements, en fait. Aujourd'hui aussi, vous auriez... Oui, ben si... je vais vous dire un truc rigolo. Quand j'étais au séminaire, j'ai perdu la foi en 4e. Je me suis dit, c'est pas possible, le bon Dieu qui n'a que 6000 ans, alors que la Terre a 4,5 milliards d'années, etc. Je voulais devenir pape. C'est pas mal, ça. Oui, ça veut dire c'est de l'ambition. Donc c'est de la sous-ambition que j'ai mise dans la littérature, peut-être, ça. De la psychanalyse de 3 sous, ça. 2,5. Voilà. Qu'est-ce que l'amour pour Pierre Perrin? Il y a l'amour qui tue, il y a l'amour qui élève. Alors, l'amour, c'est un sentiment. C'est un sentiment d'abord, très fort envers une personne qui nous paraît être notre double. Mais dans l'amour, dans ce que j'explique, ce que je dis, c'est qu'on aime tant qu'on est prêt à s'effacer pour l'autre. Et là-dessus vient caracoler le désir, évidemment, et si le désir est double, ça devient extraordinaire, quoi. Mais l'idée fondamentale, c'est qu'on s'effacerait, on serait prêt à mourir pour l'autre. C'est déjà dans Racine un petit peu, dans Corneille aussi. Hein. Est-ce que vous êtes un homme coquet? Je ne crois pas, non, alors, je ne crois pas. Coquet pourquoi? Votre physique, vous travaillez un peu, vous coiffez, vous regardez dans un miroir souvent? Parce que ma femme le demande. Oh non, je déteste les miroirs. Je n'aime pas mon nez, qui est quand même énormissime. Non.
Si, bon, voilà par exemple, donc je ne crois pas être coquet, non. Puis je me dis que justement je ne suis pas assez, j'ai pas envie qu'on me prenne sur mes apparences. Est-ce que vous chantez? Non. Même en pensant, vous ne chantez pas? Dans votre tête? Je ne crois pas, non, parce que... Alors là, je ne crois pas parce que les belles chansons, pour moi, c'était les chansons françaises des années 70-80. Donnez-moi une chanson. Ah ben, Fabienne Thibault, par exemple, mais non, mais je ne peux pas chanter, je ne sais pas chanter, ma voix se bloquerait immédiatement. Qu'est-ce qui fait pleurer Pierre Perrin? Qu'est-ce qui me ferait? Qu'est-ce qui fait pleurer aujourd'hui Pierre Perrin? Je sais que le chien, le chat qui est mort aussi, j'en avais un exemple. Qu'est-ce qui c'est le fait, les destins brisés. C'est le fait que des gens subissent des choses qu'ils ne mériteraient pas. Il y a un très beau poème de mon ami québécois, Daniel Guénette, sur une fourmi. Il parle ils sont deux enfants, ils attirent une fourmi monte sur la main, ils la ramènent par terre, etc. Et pour exprimer le mal, parce que pour que ça se finisse comment? Ben bien sûr, à la fin, le copain, il prend sa montre pour faire loupe et il la grille. Oui. Ça me touche. Oui, bien sûr. Parce que, donc le mal, c'est une cruauté inutile. Voilà, ben le mal est humain, parce que reconnaître le mal, c'est politique, parce que vous connaissez l'angélisme. On entend quand même presque tous les jours sur les télés, dire par exemple, il faut supprimer les prisons. Les prisons, c'est pas bien. Le père Hugo, quand il a fait le dernier jour d'un condamné, personne ne remarque. Le prisonnier, le condamné à mort, parle. Ce n'est qu'au 4e paragraphe avant la fin, l'antépénultième, qu'il révèle pourquoi il est condamné. Parce qu'il a tué une petite Marie de 4 ans. Vous voyez, ça vous fait pleurer, ça. Oui. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'elle avait demandé? Voilà. Donc reconnaître qu'il y a du mal. Le problème du mal, il est vraiment en l'homme. On fait tous du mal. Alors, le 3/4 du temps, on ne s'en rend pas compte. Mais dire qu'il n'y a pas de mal, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est très émouvant ce que vous dites. Et votre bouleversement bouleverse aussi. Mais on n'est pas dans la brièveté, ma chère Jeanne. Oui, mais c'est pas grave. Je le savais, mais je l'ai appris encore plus de vous quand justement Victor Hugo est descendu pendant la Révolution et qu'ils étaient en train de brûler des livres. Et qu'est-ce qu'il a dit, celui qui brûlait des livres, voilà. Je ne les ai pas lus. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la commune, ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est dangereux, tous ceux qui ne savent pas. Alors, aujourd'hui, on va plus vers un monde du livre, parce que bon, les écrans prennent des heures et des heures. Hein. Les enfants, paraît-il, il y en a qui sont capables de passer 11 heures par jour sur un écran. C'est fou. 3,5 en moyenne, 3h30 c'est déjà énorme, mais jusqu'à certains, 11 heures par jour. Le goût de vivre, c'est un très beau titre. Il y en aura d'autres? Il y a d'autres livres? Mais, le goût de vivre est constitué, donc il y a un chapitre, c'est 6 nouvelles. La maladie humaine, c'est des articles plus anciens. Et puis le reste, c'est du journal. Et le journal, donc vous savez, ça va d'un aphorisme à une petite réflexion d'une page maximum. Et quand j'ai dit mon intention l'année d'avant à Christine, à mon épouse, elle m'a dit, oh, il faut combiner tout ça. C'est pour ça que j'ai fait ces chapitres un peu longs au début qui sont peut-être difficiles. Moi, ce que je préfère, c'est le journal tel que, comme les papiers collés de Perros, par exemple. Mais donc j'ai essayé de faire ça. C'est d'une logique, c'est plus logique, évidemment. C'est moins saute-mouton, quoi. Pourquoi Jules Renard vous aime tellement? Parce qu'il a été terriblement brusqué par sa mère, quand même, hein, et qui lui racontait, c'est terrible. Et puis surtout, il est lucide. Parce que certains disent, c'était un comique autour de lui. Il a bien profité, il a pris une femme qui était riche, qui lui a permis de ne pas travailler, etc. Mais c'était quelqu'un d'extraordinairement lucide. Je regrette beaucoup qu'à l'époque, sa femme, à sa mort, a détruit tous les passages érotiques, quoi, disons, tous les passages d'amour. L'érotisme, c'est quelque chose, et la sensualité qui est beau en littérature et en vrai. En vrai, bien sûr, oui. Et en littérature, c'est une belle expression, oui. C'est une source d'inspiration?
Oui, et puis j'ai écrit quelque part que Eros frétille derrière chaque mot en quelque sorte. Souvent, c'est ça. Eros frétille dans la langue. Nous sommes tous intéressés par de belles choses, sans vouloir forcément posséder. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Pierre Perrin si on lui disait « Qu'est-ce qu'on peut t'offrir, Pierre, vous offrir, Pierre ?» Je ne sais pas. C'est une question compliquée. Vous aimez voyager? Modestement. Je sais que Christine Lorraine, votre épouse... Oui, oui, elle m'emmène, elle me sort. Mais je trouve, bon, quand on vante les paysages, je trouve que tout est... J'ai souvent l'impression d'aller ailleurs, dans d'autres pays, en Croatie, à Venise, mais j'ai déjà vu ça quelque part, c'est-à-dire que, vu quelque part dans mon pays à moi, hein, dans Chassagne, dans cette contrée que je connaissais bien, parce que j'ai parcouru tous les dimanches, on courait les bois, etc., les sentiers. Il y a déjà comme ça des fenêtres, des cadrages d'horizon qui me semblent familiers, voilà, qui me semblent familiers. Et plusieurs fois je me suis dit, mais j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu cela, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait m'offrir? Bon, rien, une claque. Pour me rappeler que je ne suis pas grand-chose. Quel mot à la mode vous énerve beaucoup quand on parle? Oh ben tiens, je vais en donner un tout bête. Alors ça, c'est le défaut journalistique. On entend donc aujourd'hui Israël, le Liban, l'Iran, pardon. À chaque heure, il y a un général qui vient expliquer, le dôme de fer, c'est le premier état de défense pour les roquettes, c'est-à-dire qu'on tire à la mitrailleuse à la rigueur, et qu'au contraire, il y a encore 3 autres étages supérieurs. Eh bien non, les journalistes, ils répètent le dôme de fer d'Israël, c'est la défense aérienne, quoi, c'est ça. Par exemple, hein. Ou alors les mots acté qui remplacent tant de verbes possibles, hein. On a acté que, ça m'énerve. Ou alors l'expression aussi, du coup. Même moi, j'arrive à finir à l'employer, c'est bien, faut l'entendre. Tout le monde dit ça, c'est vrai. Bon, ce sont des tics de langage, pas graves en soi. Ce qui m'inquiète plus, par exemple, c'est des énormes pléonasmes. Le car, en effet. Vous savez, dans les années 80, il y avait Léon Zitrone sur TF1, qui faisait le journal. Et il employait car en effet tout le temps. Toute la France a dit car en effet un bon moment. Un autre mot qui m'énerve, c'est l'unanimisme. C'est une faute de François Mitterrand en 1946, quand il était ministre, déjà jeune député, car unanimisme à la place d'unanimité. Eh bien ça revient périodiquement. Sur C'est dans l'air, c'est encore revenu avant-hier, je crois. Bon, c'est-à-dire, on ne pense pas. L'unanimisme, c'est tout bêtement, c'est un mouvement littéraire des années 1900, avec Romain Rolland. Voilà. Qu'est-ce que c'est jusqu'à l'os? C'est-à-dire d'aller au plus profond de soi, au plus profond de ce qu'on veut dire. Voilà. C'est-à-dire, il s'agit d'orienter le cerveau, de le faire travailler sous nos ordres, et non pas seulement de le laisser aller. Vous savez, il y a une fois, j'avais écrit un article pour la NRF, et c'était sur le livre de... bon, je ne sais plus, peu importe. J'avais relu mon article le lendemain, il y avait des passages que je ne comprenais pas. Mon cerveau avait donc travaillé un peu en sortant des limites. J'ai corrigé, bien entendu. Oui, ça m'est arrivé une fois. Combien de fois vous relisez vos articles? Beaucoup. Je chasse la mouche, comme dit ma femme, et je ne la chasse pas encore assez. J'entends rire, j'adore. Oui. Je ne la chasse pas encore assez, j'ai laissé des trucs, par exemple. Ceci, poser, Courbet pose la question. Poser, pose. Bon, c'est pas grave, mais je ne l'ai pas vu. Donc on n'est pas infaillible. Qu'est-ce qui vous met en colère? Grave. Oh, non, pas de colère. Si, j'ai des colères. Je ne sais pas, Jeanne, je ne sais pas. Des énormités. Monsieur Trump, pourrait me mettre en colère, parce que vraiment, il est... Voilà. Vous avez, dans Le goût de vivre, vous parlez de l'âme. Elle est où l'âme, pour vous? Vous ne croyez pas en l'au-delà? Non, c'est l'image que l'on donne à certains. C'est l'image de soi, c'est-à-dire c'est un condensé un peu de la personne. Hein.
L'âme de ma mère, c'était bon, une personne menue, souffrante, travailleuse, acharnée, malheureuse, etc. Voilà ce que c'est l'âme. C'est ce qui reste de ce que quelqu'un a laissé. Son reflet, quelque part. Oui, l'âme, c'est ce qui reste dans ceux qui survivent, enfin, de ceux qui vivent encore. C'est pour ça que la littérature est importante, puisque, croit-on, les grands auteurs, Eschyle, Sophocle, etc., vivent toujours 2400 ans après. Ils s'arrêteront de vivre quand plus personne ne lira, c'est tout. En tout cas, je vous remercie de cette escale rapide. C'est moi qui... Parce qu'on a fait deux. Je suis désolé. C'est très bien, au Je suis contraire. désolé. Et je voulais lire ce passage sur l'âme. C'est donc dans le goût de vivre. Peu importe le monde que l'âme traverse. Une admiration se renverse, une horreur prend le large. Le chemin est long, de la fleur au miel. Longtemps, je me suis demandé si je serais inscrit à l'examen préparé ma vie durant. Misère inutile. Pousser la porte d'un cimetière à vivre et clos la leçon sur l'oubli. L'œil sec désormais, mon âme vous appartient, qui loge ici pour vous servir ou non. Votre choix reste votre souverain bien. Je vous souhaite 1000 bonheurs. C'est très émouvant et nous vous souhaitons encore d'avoir 1000 bonheurs d'écriture de Pierre Perrin. C'est trop de bonheur, Jeanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. C'est moi. Merci à vous. Merci, Jeanne. Yeah. Uh-huh. Wow, wow, hey. Billie Jean, Billie